moins, même si la majorité d'entre vous connaît et est adhérent. Donc voilà, donc le Hub Retail, c'est du partage d'expérience entre retailers, donc comme on va le faire aujourd'hui. Donc on organise des événements comme tout le monde, jusqu'en mars dernier, on faisait ça en présentiel, c'était beaucoup plus agréable. Mais voilà, on s'est mis au online, contraints et forcés. Effectivement, c'est du partage d'expérience sur des sujets très, très variés. Ça peut être de la logistique, comme ça peut être aujourd'hui les crypto-monnaies, donc qu'on n'a pas encore traité dans le Hub Retail, mais qui interviennent, qui commencent à apparaître dans le retail. On va voir tout ça. Donc on a fait on doit en avoir fait quasiment une centaine d'événements maintenant entre les retailers, les matinales, etc. Et dans la vraie vie, je dirais, on était en présentiel. Le dernier qu'on a fait, d'ailleurs, c'est bientôt son anniversaire, parce que le dernier event qu'on a fait en présentiel, c'était le 14 février. Alors, c'était pas que la Saint-Valentin, c'était aussi une matinale. Et on était à Chambéry, chez Frasteia. On était une soixantaine à voir toute la logistique sur la vente de skis et l'alimentation des magasins en écosport et sport 2000 à partir de leur base près de Chambéry. Donc voilà, donc c'est effectivement, ça passe très vite et je pense que l'activité est peut-être un petit peu différente aujourd'hui parce que vente de ski, on peut s'équiper, mais ils vont pas utiliser cette année, sauf si c'est les skis de fond. Donc il pourrait nous le dire s'il était là, Yannick. Donc voilà, donc juste le Hub Retail, c'est du partage d'expérience. On a une centaine d'adhérents, on est moitié retailer, moitié prestataire. Et on s'est développé maintenant dans le Nord, puisqu'il y a des gens du Nord dans la salle, de Nord, dans le Pays de Loire. On va ouvrir en Suisse très bientôt, en PACA. Donc voilà, donc l'objectif 2021-2022, c'est de couvrir toute la France et plus. Voilà, donc je vais rentrer Vincent et je vais donner la main, dire bonjour à Vincent Coelho de Visiative. Salut Vincent. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va. Et toi? Eh ben ça va nickel. Et puis tout le monde t'entend, donc voilà. Tu peux. Bon, Donc, super. voilà. Ben, donc on s'est dit juste qu'il y a un petit sondage dans le chat, si tu le vois, concernant la connaissance en matière de crypto. Donc Loïc nous le remet régulièrement. Donc je sais pas. Donc je vais donner la parole à Stéphane Levé et Loïc Roche pour nous parler de crypto-monnaie, de blockchain. Je ne vais pas parler plus parce qu'effectivement, le sujet est assez complexe et assez dense. Donc voilà, je ferai Juste pour rentrer info, pour le petit sondage, pour tout le monde sache, c'est qu'en majorité, on est à 75% des personnes qui s'y présentent qui sont plutôt novices. Il y a quelques connaisseurs et quelques personnes qui n'en ont jamais entendu parler. Donc, le but, c'est vraiment de faire quelque chose qui soit essayer d'être le plus clair possible pour des novices qui en ont peut-être entendu parler que par le biais des médias. Par exemple, je pense à Bitcoin ou des grands noms qu'on a tous entendu parler. Et parce que c'est quelque chose qui est assez technique. Donc, on a essayé de faire une présentation la plus simple possible et qui explique les choses le plus cadré possible. Voilà. Ok, ben je vais vous laisser la parole. Pour chacun, évidemment, vous êtes rodé à tout ce qui est visio. Et donc voilà, coupez votre micro quand vous ne parlez pas et on prendra, juste après l'intervention, on prendra des questions, évidemment, on relaiera les questions qui sont dans le chat. Voilà, c'est à vous, Stéphane et Loïc. Bonjour à tous, donc Stéphane Levet. Donc la première chose déjà, est-ce que tout le monde a en visu le premier écran qui s'appelle présentation blockchain et crypto-monnaie? On voit bien, ouais. Ouais, plein écran, pas de souci technique, donc très bien. Bon, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Stéphane Levet de la société Cap Info. Donc je suis un des deux directeurs généraux de la société et je m'occupe essentiellement de la partie technique chez Cap Info. Donc, pour la petite parenthèse, on travaille sur un projet de blockchain et crypto-monnaie sur notre suite logicielle qui s'appelle EasyStore à destination des retailers. Donc, en fait, la suite EasyStore, c'est tout un ensemble de logiciels dont l'encaissement, la fidélisation, etc., etc. Stéphane, donc, pardon, vous pouvez mettre votre vidéo pour qu'on vous voit, qu'on vous aperçoive. Si pardon. vous voulez. Hein, Excusez-moi. Non, mais aucun souci. C'est parce que c'est. Est-ce que c'est bon? Non, mais je vous en prie. Hein. Tout bon, très bien. Merci. Donc,
va vous faire une présentation aujourd'hui sur les grands principes de la blockchain et de la crypto-monnaie, avec un certain zoom sur l'application, sur le retail. Donc, Loïc, qui est présent ici avec nous, viendra en intervention sur certaines étapes de cette présentation. Donc, pour parler un peu de Loïc, Loïc est un consultant spécialisé dans les blockchains et la crypto-monnaie. Et accessoirement, il est présent chez nous depuis 6 mois sur notre projet, en fait, où on cherche, nous, à intégrer cette nouvelle technologie dans nos systèmes de paiement pour le retail. Et je suis ingénieur, enfin, je suis en formation d'ingénieur dans tout ce qui est big data et tout ce qui est données et usage. Voilà. À Polytech, je ne sais pas si vous connaissez, vers Annecy. Voilà pour les présentations. Donc, on va commencer par une citation. Le Bitcoin est un tour de force technologique. Donc, c'est une citation de Bill Gates. Alors, pourquoi cette citation, elle est là? Tout simplement pour dire que la Bitcoin et la technologie de la blockchain sont quelque chose de technique. Donc, comme l'a dit Loïc tout à l'heure, le but du jeu, c'est pas de vous noyer sous de la technique, mais on a essayé de monter une présentation, on va dire, qui vous permettra à terme, je l'espère, d'avoir une bonne vision sur ce que c'est la Bitcoin, ce que c'est une blockchain, pardon. Donc, le sommaire de cette présentation, on aura un premier point sur une introduction, les points clés, c'est pour, entre guillemets, vous positionner pour que vous soyez prêts à absorber la partie zoom sur la technologie des blockchains et des cryptos. On verra une version sur l'application en retail de ce qu'on peut faire et une illustration sur l'utilisation d'un token. Donc, pour les points clés, la première chose en définition, la blockchain, c'est quoi? La blockchain, c'est une technologie. Donc, une technologie, elle se traduit par quoi? Un programme informatique, un algorithme informatique, d'accord, qui doit permettre aujourd'hui de faire du stockage, de la transmission, du cryptage et la validation. Qui est capable de faire de la blockchain? Aujourd'hui, tout le monde. Tant est qu'il en ait les compétences techniques pour pouvoir, entre guillemets, produire une telle technologie. Au niveau de la crypto-monnaie, c'est quoi? En fait, la crypto-monnaie, c'est une devise dématérialisée. Donc, on peut déjà voir là, en fait, la crypto-monnaie et la blockchain, c'est différent. C'est pas la même chose. Donc, à l'intérieur des crypto-monnaies, on va avoir 3 grandes familles. Ça, il faut bien que vous puissiez le retenir pour la suite de la présentation qu'on va zoomer. C'est assez important de ne pas mélanger les deux choses et surtout à l'intérieur de la crypto-monnaie, comprendre qu'il y a plusieurs familles. Il y a une première famille qui intègre sa propre blockchain. C'est-à-dire qu'une crypto a sa propre blockchain. Exemple, la plus connue, la plus ancienne. Qui c'est qui fait de la musique? Merci pour celui qui a coupé son micro. Donc, la crypto qui intègre sa propre blockchain, la plus ancienne, je disais, c'est le Bitcoin. Donc, il existe depuis 2009. Donc, c'est la toute première blockchain et crypto qui sont sorties. Il y en a d'autres assez connus également qui s'appellent l'Ethereum et le Ripple. Alors, ça, c'est quelques exemples. Elles ne sont pas toutes là, évidemment. Il faut savoir aussi que sur cette technologie de blockchain, la crypto peut, entre guillemets, se sous-diviser en autres cryptos en utilisant cette blockchain. Et là, on va arriver sur de la crypto qui est dite token. C'est une crypto-monnaie, on va émettre une crypto-monnaie, mais celle-ci va utiliser une blockchain existante. Typiquement, je peux créer une crypto-monnaie qui s'appelle Toto et utiliser une blockchain Ethereum. Pourquoi ça existe comme ça? Parce qu'en fait, encore une fois, la technologie, la création d'une blockchain en termes d'informatique, en termes de programme est très complexe. Et certains projets ou certains projets nécessitent beaucoup de compétences là-dessus. Donc, on vient utiliser des choses déjà existantes pour stocker, transmettre, crypter et valider, encore une fois. Une dernière famille de crypto qui est très importante aujourd'hui, notamment pour le retail. Vous savez tous aujourd'hui, vous avez tous entendu parler que la principale problématique des crypto-monnaies, c'est leur volatilité par rapport à une valeur. Aujourd'hui, il y a une nouvelle famille de crypto qui s'appelle stablecoin. Donc, comme son nom l'indique en anglais, ça veut dire que c'est une monnaie stable en crypto. Alors, comment on peut arriver à faire d'une crypto une monnaie stable? Tout simplement parce qu'il y a des sociétés aujourd'hui, ceux qui émettent ce type de crypto sont des sociétés qui ont en face, on va dire, l'équivalent en monnaie.
Allô? Oui, oui. Allô? Tout le monde m'entend? Vous entendez? Merci. Oui, très bien. D'accord. Donc, le stablecoin, en fait, vous avez des sociétés aujourd'hui qui viennent lancer des stablecoins, tout simplement. En fait, l'idée, c'est un stablecoin. En face, vous avez une devise. Aujourd'hui, il en existe plusieurs. Et aujourd'hui, c'est souvent sur le dollar. C'est-à-dire que vous avez l'USDC, par exemple, qui va correspondre à $1. Ça veut dire que la société qui émet ce stablecoin doit justifier d'1 $, mais un vrai dollar. Aujourd'hui, il y a des projets pour la même chose en euros. Alors là, je vous fais c'est également un petit point clé, un petit rappel en fait entre guillemets sur la partie finance actuelle et plus précisément en fait sur la partie paiement. Comment marche le paiement? Et après, je vous détaillerai un petit peu ce qui se passe dans le paiement actuel. On fera la même chose pour les cryptos, les blockchains derrière. Aujourd'hui, sur les paiements actuels, vous avez quatre grands acteurs. Les premiers, on en parlait souvent dans cette présentation, sont les banques. Donc les banques, elles gèrent quoi? Des devises et des comptes bancaires. Dans ces mêmes acteurs-là, vous avez également ce qu'on appelle des acquéreurs. En fait, ce n'est pas des banques, mais ce sont des sociétés qui vont collecter de l'argent pour un tiers, donc des tiers qui ont des comptes. Exemple, un PayPal, par exemple, est un acquéreur. On va retrouver l'acteur qui est le consommateur, ou les utilisateurs. Là, c'est noté les utilisateurs, mais c'est plutôt le consommateur. Donc, le consommateur, lui, déjà, la première chose, je parle bien actuellement, il dispose de comptes bancaires ou de comptes chez des acquéreurs. Je dis bien où? Des acquéreurs. Le troisième acteur, les gens ne connaissent pas, sauf les spécialistes du paiement, ce sont, entre guillemets, les grands de ce monde qui gèrent en fait, la transaction. C'est-à-dire qu'en fait, ils transportent la transaction. Donc là, je vous en ai matérialisé deux qui sont Visa et Mastercard. Alors, Visa est le réseau européen, Mastercard américain, sachant que ces deux réseaux-là ont des accords ensemble. C'est pour ça qu'une carte Visa marche chez les Américains et vice-versa. Une Mastercard marche en France. Ce n'est pas les seuls, c'est aujourd'hui les deux gros qui pèsent le plus on va dire, dans l'écosystème du paiement. On aurait pu rajouter, par exemple, CB. Tout le monde connaît CB. Donc, CB, c'est franco-français. Ce qu'il faut savoir, c'est que CB, aujourd'hui, n'a aucun accord avec Visa ni Mastercard. Ce qui explique aujourd'hui pourquoi, quand vous avez une carte qui est dite CB, donc non floquée Visa ou Mastercard, elle ne fonctionne pas à l'étranger. Et on retrouve enfin le quatrième acteur dans le paiement actuel, qui sont aujourd'hui, encore une fois, les banques centrales et les organismes d'État. Alors, pour les puristes, organismes d'État, c'est plutôt les entités qui donnent l'autorisation sur la finance. Ce n'est pas forcément un bon terme qui pourrait être employé. Donc, tout cet écosystème-là, c'est le paiement aujourd'hui et les transactions financières d'aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, tout ça, c'est régulé par les États, en fait. En fait, tous ces paiements sont régulés par les États. Donc, la régulation, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États vont être en capacité d'intervenir sur la variation des taux des devises, par exemple. C'est-à-dire, par exemple, une banque centrale va pouvoir injecter de l'argent pour garder une stabilité sur une devise comme l'euro, mais également tout un lot de frais qui est inhérent. Donc là, si vous voyez qu'il y a deux acteurs, vous verrez tout à l'heure dans la future finance décentralisée, qui est la crypto et la blockchain, on va supprimer des intermédiaires, donc automatiquement avoir des frais qui sont non plus régulés, mais des frais qui sont plutôt fixes. Évidemment, tout cet écosystème respecte la législation des échanges financiers, ça c'est une évidence, puisqu'aujourd'hui, comme ils sont complètement régulés, la législation elle est implicite. Et alors là, on arrive sur un point un petit peu particulier, qui est la protection des données personnelles. Alors tout le monde parle de ça, tout le monde pense que l'écosystème actuel du paiement vous garantit un anonymat, entre guillemets, et une protection de vos données. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, alors l'exemple le plus simple, il est tout simple, hein. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre de suite. J'achète une action, l'action, je fais 100 € de bénéfice. Qu'est-ce qui va se passer en fait sur mes impôts? Sur mes impôts, la déclaration fiscale de Stéphane Levet, elle sera automatiquement remplie. Donc les banques en fait distribuent, puisqu'en fait
Qui c'est qui a vos informations personnelles? Les réseaux et les banques. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une finance qui est complètement, entre guillemets, verrouillée avec un seul acteur, en fait. Et finalement, les données personnelles ne sont pas garanties comme tout le monde le pense. Petite parenthèse, faites ce que je dis, faites pas ce que je dis, faites pas ce que je fais sur la RGPD. Ensuite, tout ce beau monde implique des restrictions. Alors là, j'ai quelques exemples, il y en a beaucoup plus que ça, évidemment. On est principalement limité sur l'utilisation des transactions financières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, quand je fais un virement d'un compte à un autre compte, donc d'une banque à une autre banque, j'ai des délais variables et non garantis. Ça peut prendre 2 minutes, comme ça peut prendre 3 jours. Vous connaissez tous les problématiques de data valeur, etc., etc. Et pendant ce temps-là, nos amis les réseaux et nos amis les banques se font des frais. Donc ça, c'est un exemple. Je ne parle même pas quand on veut faire un paiement à l'étranger, international. Donc, pour ceux qui travaillent à l'international, ils savent de quoi je parle. Donc là, on va venir, en plus des délais variables, venir avoir des contraintes administratives pour pouvoir réaliser, en fait, ces virements. On a un autre exemple qui est probant aujourd'hui dans le retail, la limitation du montant en sans contact qui a été réévaluée par qui? Par les États. Au départ, on disait 20 euros, maintenant c'est 50 euros. Pourquoi pas? Pourquoi limiter? Alors, si j'ai l'argent, pourquoi le limiter? Encore une fois, ça vient de la régulation. Et on a également des limitations qui sont plus législatives, donc comme la limitation du montant des achats en espèces, par exemple. Donc, encore une fois, ce sont des exemples. C'est pour vous donner, entre guillemets, une vision de comment est aujourd'hui l'écosystème du paiement. Donc, ce qui fait où j'introduis la deuxième, entre guillemets, donc là, on était sur un paiement centralisé. Là, qu'est-ce qui amène la blockchain et qu'est-ce qui amène les crypto-monnaies? Une finance décentralisée. Donc, la même chose, pour faire le parallèle, quels sont les acteurs, les principaux acteurs dans ce domaine-là? Premier acteur, on a ce qu'on appelle des plateformes exchange. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? En fait, c'est des sociétés qui ont, dans le métier, est de collecter, on peut acheter de la crypto-monnaie, vendre de la crypto-monnaie, et également pouvoir avoir, entre guillemets, de la devise classique. Donc, il y en a plusieurs, hein. Il y a un certain nombre de plateformes aujourd'hui existantes. Ce qu'il faut noter, c'est qu'elles sont pour l'instant, on va dire, sensiblement américaines. Il y a pas que des américaines, mais entre guillemets, les plus fiables et les plus reconnues sont pour l'instant américaines. Bien sûr, les Européens sont en train de travailler sur ces choses-là. Donc, cet acteur-là, tout à l'heure, je vous ai dit sur la monnaie, enfin la finance actuelle, 2 acteurs à ce niveau-là, une banque et ou un acquéreur. Là, une plateforme exchange, en fait, fait les 2 fonctions. Elle sait faire les 2 fonctions. Donc, derrière, comme aujourd'hui, vous avez le consommateur qui, lui, s'il veut utiliser cette technologie, va être obligé d'avoir un compte sur une de ces plateformes-là. Et enfin, qui fait le contrôle et qui fait, entre guillemets, la validation de la transaction et le transport de la transaction? Et en fait, c'est la blockchain, donc c'est le réseau. Donc, vous voyez qu'en fait, on supprime déjà un premier acteur qui est le Visa, Mastercard et les banques. Enfin, on l'a regroupé en un seul. On verra plus loin que finalement, comme tout le monde s'y intéresse bien à cette nouvelle technologie, on va retrouver à l'intérieur Visa, Mastercard comme d'habitude. À ce jour, les transactions, elles sont peu régulées par les États. Alors, pourquoi on dit peu régulées? Si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé de la stablecoin. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, alors je vais prendre des exemples concrets. Une société, par exemple, qui s'appelle Binance, donc qui est une plateforme exchange, qui va émettre une stablecoin, donc qui doit justifier. Là, on parle en dollars, une stablecoin égale $1 physique. Il faut savoir qu'en fait, ces sociétés, elles sont régulièrement auditées par des organismes qui sont les banques centrales. Les revoilà, ils ne vont pas nous lâcher, parce qu'évidemment, l'historique de cette technologie, elle était complètement open bar. Ce n'est plus le cas, parce qu'il y a beaucoup, vous verrez tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont déjà mis en production. Donc ça, c'est une notion qui est importante, parce qu'en fait, quand on écoute la presse, quand on écoute les médias, on va vous dire c'est pas régulé, c'est le bazar, etc. C'est pas fiable. Faux, c'est faux. De la même façon, le respect de la législation des échanges financiers. Bien sûr qu'aujourd'hui,
il est complètement légal de payer en crypto-monnaie. J'ai entendu quelque chose, alors je ne citerai pas où, pour ne pas leur faire de la mauvaise publicité, mais on va dire sur une chaîne qui est vraiment branchée là-dessus, qu'il était interdit aujourd'hui, nous on était un pays européen, que la seule autorisation qu'on avait, c'était de payer en euros. Alors j'aimerais bien savoir où est-ce que cette personne a trouvé cette information-là. En fait, la crypto-monnaie n'est ni plus ni moins qu'une devise. Il n'y a rien qui m'interdit aujourd'hui de payer en dollars, ou de payer en dollars canadiens, ou de payer en livres sterling. C'est exactement la même chose. C'est complètement légal. Évidemment, la seule différence, c'est qu'entre guillemets, l'utilisateur ou le commerçant qui utilise ce type de paiement doit faire des démarches administratives correspondantes. C'est-à-dire, si je suis un retailer, je déclare mon chiffre d'affaires, je paye ma TVA. Si je suis un utilisateur lambda, si je fais de la plus-value, je déclare ma plus-value. La seule différence, c'est que la blockchain, à la différence d'une banque, ne transmettra pas les données à ces organismes, entre guillemets, d'État. C'est à vous de le faire. Donc, vous comprenez aussi pourquoi les États sont un petit peu inquiets aujourd'hui et qu'ils commencent à mettre le nez dedans. Parce que, disons qu'ils veulent avoir, entre guillemets, une démarche de contrôle par rapport on va dire, à ce sujet-là. Troisième point important, la protection des données personnelles, cette fois-ci, est bien garantie. Elle est tracée, elle est publique, mais elle est complètement cryptée, c'est-à-dire complètement anonyme. Ça ne veut pas dire protéger les données, ça ne veut pas dire qu'on ne voit rien. Ça veut dire qu'on ne sait pas qui l'a fait. En termes de nom, hein. Quand je dis qu'il l'a fait, vous saurez qu'il l'a fait par une adresse. Donc, mais encore une fois, cette adresse-là, en face, je n'ai pas ma fiche avec mon nom, mon prénom, mon adresse, le numéro de ma sécurité sociale, etc. De la même façon, aujourd'hui, sur l'écosystème actuel, vous savez que pour être acquéreur ou pour être une banque, il faut disposer d'une licence bancaire. C'est obligatoire. La licence bancaire, elle donne quoi? Elle donne le droit de collecter de l'argent pour tiers. Alors, en France, elle vous permet également de garantir à hauteur de 100 000 € si jamais la banque dépose le bilan. Alors, pour la France, tous les autres pays, je ne connais pas tous les montants. Bon, ça peut varier d'un pays à un autre. En revanche, là, pour la crypto-monnaie, ça va dépendre de la plateforme d'exchange que vous allez sélectionner. Si vous sélectionnez une plateforme exchange exotique, celle-ci, elle n'est pas obligée d'avoir une licence bancaire. Donc, c'est à vous de vérifier que la plateforme exchange sélectionnée pour travailler avec des crypto-monnaies soit, entre guillemets, dans les clous et dispose d'une garantie bancaire. C'est-à-dire que ça vous limite également le risque au même titre qu'une banque. Il y a aujourd'hui des plateformes exchange exotiques. Je reviens sur Binance, elle dispose d'une garantie bancaire. Vous prenez une autre plateforme, par exemple, qui s'appelle Celsius, pareil, elle dispose d'une garantie bancaire. Et là où ça va changer, là où vraiment le truc change au niveau de la crypto-monnaie, en fait, c'est où vous n'avez pas de limitation sur l'indicateur montant. Donc, en fait, c'est la liberté d'utiliser vos liquidités. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas de limite de paiement en montant. Que je paye 1 euro, que je paye 100 millions d'euros. Sous réserve d'avoir les fonds. Alors, la seule contrainte, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, on va dire l'écosystème de paiement, on est habitué à consommer ce qu'on n'a pas. Là, vous ne pourrez pas le faire. Pas encore. C'est en train de changer aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire en crypto-monnaie, si je n'ai pas les fonds, le paiement, il ne va même pas à la blockchain. C'est-à-dire qu'on va être bloqué au moment où on va l'envoyer, en fait. Donc, si vous avez quelques questions, avant, je laisse la main à Loïc qui va vous faire maintenant un zoom sur la partie blockchain et qui sera suivi sur la partie crypto. Si vous avez quelques questions. Alors, rien que déjà les deux questions, enfin, le type acquéreur PayPal, je vais revenir dessus juste après quand je vais présenter les crypto-monnaies et le système décentralisé et centralisé. Donc, je vais répondre. Comment est calculée la garantie bancaire? Ça, tu pourras peut-être répondre maintenant. Y a-t-il une différence entre les données cryptées et anonymes des cryptos spéciales nommées Monero? Et ça, je reviendrai dessus aussi après quand je définirai les différents types de cryptos plus tard. Pour la question, pardon? Non, c'est Olivier. Donc juste, il y avait une petite remarque aussi de Frédéric de la Caisse d'épargne, parce qu'il y a un représentant des banques. Je vais venir, vous inquiétez pas, j'y viens tout de suite dans 2 slides. Ok, ça marche.
Bon, pour la partie garantie bancaire, comment elle est calculée? Bon, en fait, en fait, elle est calculée, elle n'est pas calculée, elle est décidée en fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est une garantie bancaire. En fait, c'est quoi? C'est que la banque vous garantit si en cas de disparition de dépôt de bilan, de vous sauver 100 000 euros pour la France. Par exemple, je vais parler juste d'une plateforme qui s'appelle Nexo. Donc, c'est une plateforme crypto qui est connue un peu dans le monde. Et par exemple, eux, ils ont des agrégations bancaires. Ils n'ont pas des licences bancaires. Mais en fait, ils ont des assurances qui sont la Lloyds Bank, par exemple, à Londres, qui, eux, garantissent les fonds que vous déposez. Donc, c'est une assurance qui vient derrière. C'est pas Nexo qui garantit. C'est l'assurance, la Lloyds Bank, qui garantit les fonds que vous déposez à hauteur de 100 millions d'euros. Donc, par exemple, pour Nexo, on est bien au-dessus d'une banque traditionnelle. Ils garantissent les fonds que vous déposez jusqu'à 100 millions d'euros, alors que dans votre compte qui est à la caisse d'épargne, par exemple, en France, si la banque fait défaut, comme je pense en 2008 aux différents crashs boursiers aux États-Unis, la banque vous garantit votre solde à hauteur de 100 000 euros maximum. Voilà, c'est ça, les garanties, elles divergent en fonction des différentes plateformes. Et pour les banques traditionnelles, elles diffèrent en fonction du lieu de la banque. Donc en Europe, hors Europe, c'est pas les mêmes normes. Merci Loïc. Bon, Loïc, je te laisse la main pour la suite. Ouais, pas de souci. Donc là, je vais essayer de faire un zoom sur tout ce qui est vraiment la technologie de la blockchain. Je vais essayer de la présenter, dire ce que c'est, d'où ça vient, comment ça vient. Donc, on avait commencé à dire que voilà, la première blockchain existante, ça a été créée en 2009 pour le Bitcoin, par quelqu'un qui a pris le pseudonyme, on ne sait pas qui c'est. Le pseudonyme, c'est Satoshi Nakamoto. Aujourd'hui, en 2020, on ne sait toujours pas qui c'est qui a eu l'idée du Bitcoin. Donc, au niveau de la blockchain, attendez, il faut juste que je prenne la main sur le diapo. Hop. Donc, qu'est-ce qu'une blockchain? Déjà, blockchain, en français, une chaîne de blocs. Donc, qu'est-ce que c'est? Pour moi, il faut voir ça comme si c'était un grand livre des comptes, où il y a un nombre de pages illimité. Et chaque page, c'est un bloc. Et sur ce bloc, donc sur cette page, il y a un nombre de transactions qui est inscrite. Donc, c'est une énorme base de données, mais la différence, c'est qu'elle est détenue par l'ensemble du réseau. Donc, tous les PC qui vont créer cette blockchain, ce qu'on appelle des nœuds de blockchain, en fait, la blockchain, elle est détenue par l'entièreté de la population qui y participe. Elle n'est pas détenue par une unité centrale. Donc, cette blockchain, elle a une sécurité maximale parce que toutes les transactions, elles sont cryptées, donc d'où le terme crypto-monnaie après. Mais dans la blockchain, chaque transaction est cryptée par un hash, par une équation mathématique unique. Et donc, l'autre point positif d'une blockchain, c'est que dans la majeure partie des cas, parce qu'il en existe des privés, mais la majeure partie des cas des blockchains sont publics. Donc, vous pouvez accéder au livre du compte partout, de toutes parts, et vous pouvez le lire dans ce registre. Mais attention, l'anonymat est préservé. Vu que c'est crypté, on ne peut pas savoir. On sait juste qu'il y a eu un transfert de A à B, que ça s'est passé comme ça a été vérifié tant de fois, mais on ne peut pas savoir qui c'est. Et donc, il faut voir vraiment ça comme une grosse base de données, un stockage de transmission et d'informations. Donc, je voulais essayer d'imager ça avec un peu des blocs. Donc, ce qu'on appelle des blocs. Par exemple, pour le Bitcoin, il y a un bloc, donc une nouvelle page, qui est générée toutes les 8 minutes. Où on inscrit les différentes transactions qu'il y a eu sur ces 8 minutes. Hop. Donc, voilà. Je voulais revenir au système de centralisé et décentralisé. Donc, on a dit, qui c'est qui a dit que c'était du bank bashing. Alors en fait, c'est pas qu'on voulait dire effacer le message du bank bashing. On voulait juste dire que aujourd'hui, en 2020, je suis désolé de vous dire qu'on est dans un monde bancaire qui est archaïque. Il est totalement archaïque. Pour faire un transfert en Europe, on en a pour des jours, et hors de l'Europe, on n'en parle pas, c'est incompréhensible. Vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un, il faut valider votre IBAN, ça prend 2 jours. Après, il faut encore attendre le délai bancaire, 48 heures. Et encore, si c'est samedi et dimanche, alors on n'en parle pas, on attend encore 2 semaines. Voilà. Et donc, un système centralisé, je voulais aussi revenir à la petite question qui disait qu'est-ce qu'un type d'hacker, type PayPal, Lydia, pour moi, en fait, ces réseaux, par exemple, Google, vous avez tous un compte Google, un compte Gmail, tout ça, c'est des acquéreurs qui sont centralisés. Vous donnez vos données à Google. Par exemple, je voulais montrer un système centralisé, comment ça marche. Vous avez un compte Google, vous voulez envoyer à un ami un mail avec des images, et cet ami-là, il possède un compte Yahoo Mail, par exemple. Donc vos données, elles sont stockées
chez Google, donc Loïc Roche, habitant ici, mon numéro de téléphone et tout ça. Donc j'envoie mon mail. Donc mon mail est sur les serveurs de Google. Il fait un clone de cet email qu'il envoie à Yahoo, qui Yahoo communique encore mes informations. Et tout ça, en fait, on passe par des organismes qui centralisent nos données. Et c'est pareil dans un système bancaire. Tout à fait. Et donc, voilà, j'avais mis banque, service web ou tout ce que vous pensez, Amazon. Et dans un système décentralisé comme une blockchain, c'est-à-dire que moi, je vais envoyer directement l'information à B, mais cette transaction, elle va être validée. Donc, l'entièreté de la blockchain va valider cette transaction. Il va vérifier que moi, A, par exemple, je possède bien ces monnaies-là. J'ai bien sur mon compte 10 € qui me permet de l'envoyer à B. Et ça, en fait, ça va être crypté. Cette transaction va être cryptée par la blockchain. On va résoudre une équation de cryptage et il va y avoir différents stades de validation. Pour donner un ordre d'exemple, une transaction, j'envoie un bitcoin, à terme, il y aurait eu 5 à 6 000 validations de ma transaction. Alors que dans un système centralisé, il n'y a qu'une validation. Enfin, la banque A valide la transaction et la banque B valide la transaction. Et donc, je reviendrai après à la petite question que j'ai eue en privé. Facilite le stockage de l'argent sale ou pas? Je reviendrai après directement quand je parlerai des cryptos. Là, je suis plutôt sur la blockchain. Donc, je voulais faire un petit schéma simple. Bon, c'est bien plus compliqué que ça à terme, mais faire abréger comment marche une blockchain. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du blockchain? Donc, j'ai dit tout simplement, voilà, on va prendre l'exemple que A, il va envoyer 10 € en une crypto-monnaie qui utilise une blockchain, peu importe laquelle, à B. Donc, A, il va vouloir inscrire sur ce registre à la main, il va vouloir dire, voilà, je veux envoyer 10 € à B. Et donc, cette transaction, elle va être inscrite dans ce qu'on avait appelé le bloc. Ce bloc-là, une fois qu'il est plein au bout d'un temps, enfin, pour le Bitcoin, j'avais dit qu'il y a un bloc toutes les 8 minutes, ce bloc-là, il est transmis au réseau de la blockchain. Cette blockchain-là, elle va valider la transaction suivant un consensus. Donc là, il y a différents types de blockchain, entre guillemets. Et une fois que cette transaction elle est validée, on va venir ajouter ce bloc à la blockchain. Et ce bloc, ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne peut plus l'effacer. Il est indélébile. Ce qui est inscrit dans une blockchain ne sera jamais effacé. C'est infalsifiable. Et donc, une fois que ce bloc est ajouté, B, il reçoit l'argent, tout simplement. Donc, je voulais donner un petit ordre d'idée de ce qui se fait au niveau du nombre de transactions par seconde. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde a entendu parler du Bitcoin, par exemple. Tout le monde, c'est la plus grosse blockchain actuellement, mais c'est une blockchain vieille. C'est l'émergence de la technologie. C'est comme si on vous dit le premier iPhone qui a été présenté en 2007. Aujourd'hui, Bitcoin gère 7 transactions par seconde, ce qui est peu quand on pense à Visa qui peut gérer à son maximum 1700 transactions par seconde et PayPal 200 transactions par seconde. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a aujourd'hui, en fait, il y a eu 3 phases. De 2009 à 2017, il y a eu vraiment l'émergence et la recherche de ce projet, tout ce qui est blockchain, le Bitcoin. En 2017, c'est là où tout le monde a entendu parler de Bitcoin quand on savait qu'il avait explosé et atteint les 20 000 $. Et aujourd'hui, 2020-2021, pour moi, on est vraiment dans les années charnières. C'est là où la technologie, elle se développe vraiment. On entend les grandes institutions qui investissent massivement, les grands groupes qui investissent dans des projets de blockchain. Et quand on voit qu'il y a des blockchains comme, par exemple, Elrond, qui peuvent gérer jusqu'à 10 000 transactions par seconde. Et Ethereum, en fait, il y a une phase de transition. Ethereum, c'est la deuxième plus grosse crypto du monde. Elle est en phase de transition et elle va pouvoir gérer jusqu'à 16 000 transactions par seconde. Donc, c'est près de 10 fois le réseau Visa. Donc, il faut bien se rendre compte de la possibilité de scaler ce projet de blockchain et le nombre de transactions qu'on peut gérer. Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de transactions. Et attends, j'ai vu une question intéressante. Indélébile, c'est le principe. En fait, voilà, c'est ça. En gros, pour la petite question qui a été posée, pour pouvoir falsifier une blockchain, il faudrait posséder 51% des PC qui sont sur la blockchain. Et donc, sur la blockchain Bitcoin, c'est des millions et des millions d'unités qui travaillent pour la blockchain. Et donc, c'est totalement impossible de contrôler la blockchain Bitcoin, par exemple. Voilà. Donc, je voulais venir, par rapport à la blockchain, je voulais revenir sur les différents secteurs qui peuvent s'appliquer à la blockchain, parce qu'il n'y a pas que, on parle beaucoup parce que c'est l'émergence du projet, elle est là, le domaine bancaire, les crypto-monnaies, les systèmes de paiement, mais il y a plein d'autres choses. Aujourd'hui, là, début d'année, c'est un projet qui s'appelle Bridge, qui a été lancé une blockchain pour tout ce qui est assurance.
pour valider tous ces processus de transaction. Voilà, j'assure votre voiture, le contrat, comment il est validé, pour éviter. Par exemple, j'en reviens au domaine bancaire, mais quand on pense aujourd'hui que pour aller faire un crédit, il faut se déplacer physiquement et paraffer 60 pages de contrats qu'on va pas lire et que c'est totalement archaïque. Et donc la blockchain pourrait valider et sécuriser tous ces documents, toutes ces transactions-là. Après, on peut penser aussi à la blockchain dans tout ce qui est traçabilité, dans l'agroalimentaire, le e-commerce, l'industrie. Par exemple, je sais que Carrefour, Walmart, des grands groupes ont des projets de blockchain en interne qui sont même développés. Je sais que chez Carrefour, ils ont même fait, je crois, un projet de traçabilité blockchain sur leur filière qualité. Donc, en gros, c'est par exemple, vous allez dans le magasin, vous allez scanner le QR code du produit. Il va vous dire, par exemple, un œuf, je prends l'exemple d'un œuf, il a été pondu par la poule numéro tant à tel endroit, le tel jour. Le livreur, c'est telle personne, chaîne du froid, toutes les étapes, tout ça. Et vu que c'est infalsifiable et que c'est totalement indélébile, on peut pas enlever le fait que l'œuf, il a été pondu à telle époque. Après, pareil que les assurances, je pensais à l'immobilier, tout ce qui est acte de vente, tout ce qui est actes notariaux. Aussi, très important aujourd'hui, on peut penser à tout ce qui est santé et pharma. Aujourd'hui, par exemple, à l'heure du vaccin, pour le Covid, on se rend bien compte que tout ce qui est transport, logistique du vaccin, c'est compliqué, tout le monde se marche dessus. Et je pense qu'une technologie blockchain, elle pourrait arriver ici comme un vrai pilier de sécurité et de traçabilité de la marchandise. Bien sûr, aussi dans le domaine des énergies. Et un point que je pouvais très bien imaginer, je trouve, c'est pour le vote, par exemple. On a vu, par exemple, un bazar total aux États-Unis pour l'élection de cette année-là, où des bulletins à l'arrière d'un avion, enfin d'un 4x4, où il y a encore des bulletins papier. Aujourd'hui, pourquoi pas utiliser une blockchain pour faire un système de vote numérique, sécurisé, où chacun peut voter à distance, et on sait qu'il n'y aura pas de clone de votre vote. On ne peut pas faire 10 bulletins de vote, il n'y en aura qu'un. Et ça serait très bien validé. Et le voyage aussi, je pense à un grand exemple, c'est Travala, donc la société mère de Booking, qui aujourd'hui accepte comme moyen de paiement les crypto-monnaies, donc pour réserver un hôtel et tout ça. Donc ça, c'était un bref aperçu sur la blockchain. Je vais regarder s'il n'y a pas des questions sur la blockchain que je pourrais répondre avant de passer aux crypto. Ceci signifie-t-il aussi que tous les blocs de transactions sont à mémoriser sans fin? Comment supprimer les blocs qui sont devenus inutiles? En fait, on ne peut pas les supprimer. Les blocs, c'est ce que je dis, ils sont consultables par l'entièreté des gens qui ont accès à cette blockchain, c'est public. Je vous montrerai après dans un exemple, on ira dans le livre des comptes pour vous montrer comment ça marche, mais on peut pas effacer. Et c'est ça la subtilité, c'est que une fois que c'est inscrit dedans, une fois que votre transaction est marquée dedans, on ne peut pas l'effacer. Parce que quand je pense qu'est-ce que je... Par exemple, une monnaie fiduciaire, on peut très bien imprimer de la monnaie et demain dire bah là, ça on n'a pas vu. En fait, le problème c'est qu'après on fait bien sûr sur le coût informatique et c'est aujourd'hui la blockchain et Bitcoin par exemple est très énergivore, mais il y a plein de processus et de consensus qui sont bien plus techniques que ça, qui permettent entre guillemets d'archiver une partie de la blockchain et d'y rendre moins énergivore. Mais bien sûr, en fait, on va sans arrêt stocker de plus en plus de données, mais ces données elles sont très faibles. Enfin, c'est une blockchain, c'est pas lourd en données, c'est l'utilisation de la blockchain qui a un coût énergivore, mais en soi, de la donnée, c'est simple, c'est qu'une ligne, c'est un pauvre texte. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, les mails, c'est une des plus grosses sources de consommation d'énergie, c'est les emails qu'on stocke chaque jour. Et bien sûr, ça progresse et ça progressera encore sur la blockchain, bien évidemment. Donc maintenant, je vais essayer d'introduire le sujet des crypto-monnaies. Donc, crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est? Donc, j'avais trouvé une petite définition que je trouvais pas mal, que je vais vous la lire. La crypto-monnaie est une monnaie virtuelle, c'est-à-dire qu'elle ne possède pas de forme physique, donc il n'y a pas de pièces, pas de billets physiques. Elle n'est pas soumise à une autorité bancaire ou gouvernementale, pas encore. Elle tient son nom de son chiffrement ou cryptage, ce qui en fait une monnaie dont les échanges sont sécurisés. Crypto-monnaie, c'est une technologie de cryptage. Donc, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Donc, une crypto-monnaie, on a dit, elle utilisait une blockchain pour sécuriser ses transactions. C'est un système de paiement numérique et décentralisé. Donc, c'est ce qu'on a vu juste avant. Donc, il y a aujourd'hui, je compte il y a des milliers de crypto-monnaies différentes. Il faut vraiment voir, entre guillemets, qu'une crypto-monnaie, c'est un projet dans ce domaine-là. Il faut vraiment voir comme des actions en bourse, si vous voulez.
Et donc, en gros, par exemple, il y a l'émergence de plein de petits projets qui sont dans la blockchain. Ce que je disais tout à l'heure pour les assurances, pour Bridge, ils vont créer une blockchain d'assurance et ils émettront une crypto-monnaie d'assurance. Et donc, aujourd'hui, le marché de la crypto-monnaie, il a une capitalisation de 1000 milliards de dollars. Voilà, 1 trillion de dollars. Donc, j'avais cité quelques avantages de la blockchain. J'avais dit qu'elle ne dépend d'aucun système bancaire. Il y a donc il y a peu de frais bancaires et aucun intermédiaire. Il n'y a aucun intermédiaire qui vienne s'interfacer, aucune institution qui vienne s'interfacer sur la blockchain Bitcoin et qui la contrôle. C'est totalement contrôlé par le peuple, entre guillemets, l'ensemble du réseau qui contrôle Bitcoin. Il n'y a aucun État qui, bien sûr, il peut avoir un poids s'il en achète des milliards et des milliards, mais il peut pas contrôler cette blockchain-là. Et grâce au système de blockchain, les transactions sont sécurisées, la falsification est impossible, donc ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les transactions, elles sont simples, tout simple, c'est juste adresse A envoie à B, c'est simple, il n'y a rien d'insulte. Plus, il n'y a pas de, quand vous faites un virement bancaire, code BIC, adresse de la banque, la banque elle est ici. Non, vous envoyez juste vous avez une adresse de B, vous la saisissez et ça envoie, pas plus. Il n'y a pas de plafond de limite de la transaction. Pour revenir encore au système bancaire, parce que si on fait du bank bashing, aujourd'hui, quand je vais sur ma banque, je me connecte à mon espace, pour envoyer plus de 5 000 €, c'est compliqué. Aujourd'hui, et encore plus si c'est à l'international. Aujourd'hui, j'habite en France, je veux envoyer, mettons que je possède des millions d'euros en Bitcoin et je veux envoyer à un ami au Japon, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez envoyer tout votre portefeuille, il n'y aura pas de limite. Et les frais sont très limités. Par exemple, les frais vont être plutôt fixes. C'est-à-dire que si vous envoyez par exemple, je vais prendre l'exemple du stablecoin Tether. Donc, c'est à l'équivalent d'1 $. Donc, par exemple, si vous envoyez pour 100 € de dollars, on va faire un exemple simple, imaginons il y a 5 € de frais. Enfin, 5 $ de frais. Si vous en envoyez pour 10 millions, il y a toujours 5 $ de frais. En fait, ces frais-là, ça va être pour pouvoir rémunérer ceux qui travaillent dans la blockchain, donc les PC qui travaillent pour sécuriser les transactions. Donc, l'anonymat des transactions, il est garanti par la blockchain et il est possible de faire des transactions dans le monde entier. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à fait. Il y a quelques questions, je reviendrai peut-être après. Ok. Ah oui, alors tout à fait, ça c'est très important, c'est bien de souligner, c'est que A vers B, via une adresse, c'est direct, mais si erreur dans l'adresse, alors là c'est mort. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que si vous vous trompez d'adresse, c'est comme si vous trompez de numéro de téléphone, hein, ou vous trompez d'IBAN, ça va faire une erreur, mais dans certains cas, si vous vous trompez d'adresse sur une adresse existante, ça va l'envoyer quand même comme sur un virement bancaire traditionnel. Voyez une adresse Bitcoin comme un IBAN. Donc, je voulais faire un petit schéma des différentes crypto-monnaies qui existent aujourd'hui en 2020. C'est qu'un petit aperçu, mais je décerne 2 classes. Donc déjà, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a Bitcoin. Bitcoin, c'est 70% du marché total, la valorisation. Et tout ce qui est autre crypto-monnaie que de Bitcoin, c'est ce qu'on appelle des altcoins. Donc, c'est les autres crypto-monnaies différentes du Bitcoin. Quand vous entendez altcoin, pensez autre que Bitcoin. Donc, Bitcoin, il a créé des dérivés. Il y a plein de blockchains qui se sont greffés, qui ont fait des clones de Bitcoin. Par exemple, on pense à Litecoin, Bitcoin Cash, et très récemment, enfin, pas très récemment, mais vous avez peut-être entendu parler de Dogecoin. Donc, Dogecoin, c'est un dérivé total du Bitcoin. Et Elon Musk a tweeté ces derniers temps comme quoi il disait que Dogecoin, c'était une monnaie du peuple. Bon, bref. Et au niveau des altcoins, donc il y a des altcoins, c'est ce que disait tout à l'heure Stéphane, il y a qui possèdent des blockchains natives. Donc, par exemple, on pense Ethereum. Un des plus gros réseaux aujourd'hui, c'est Ethereum. Tous les jetons, que je donnerai plus tard, la majorité des jetons sont basés sur Ethereum. Il y a d'autres blockchains qui sont très prometteuses, comme j'ai dit, Elrond tout à l'heure, qui gèrent près de 10 000 transactions par seconde. Tezos, Zcash, et il y en a des dizaines et des dizaines, même des centaines. Et donc, après, il existe des jetons, donc ce qu'on appelle un token, un jeton, qui utilise une blockchain existante. Donc, lui, il va utiliser la blockchain, par exemple, de Ethereum. Donc, Ethereum va gérer tout ce qui est sécurisation des transactions, mais on va pouvoir utiliser les tokens. Par exemple, imaginons, pour faire un exemple, l'exemple est compliqué, ça sera peut-être pas forcément à 100% correct, mais imaginons Ethereum, c'est le patron du CAC 40 et que tous les tokens, ils font partie du CAC 40, mais ils ont des valeurs dissociées. C'est-à-dire que, en gros, il y a 2 types de tokens. Donc, il y a ce qu'on avait dit tout à l'heure, des stablecoins. Donc, c'est des monnaies numériques virtuelles backées par des monnaies fiduciaires. Donc, en fait, c'est pour faciliter les échanges. Aujourd'hui, imaginez que vous faites
vous achetez du Bitcoin, il prend de la valeur, vous voulez le vendre, mais vous voulez pas forcément repasser en euros parce que peu importe, différentes raisons, bah là, vous pouvez passer en dollars directement dans le système blockchain. Et donc, il y a plein de projets en cours. C'est-à-dire que la BCE, aujourd'hui, vous pouvez regarder, c'est que Christine Lagarde, ça discute sur la création d'un euro numérique. Et pareil en Chine, sur un yen numérique. Pourquoi ils veulent faire ça? C'est tout simplement, par exemple en Chine, le cas il est simple, c'est ils veulent faciliter les échanges internationaux du yen et rendre ça plus accessible avec moins de frais et pouvoir que ça aille plus vite en plus. Au niveau de il y a d'autres tokens qui sont plutôt volatiles. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les tokens, donc c'est les jetons qui sont des projets. Il existe différents types de projets. Moi, je connais bien, par exemple, Celsius. Il faut se renseigner. Il y a plein de petits jetons on en créera un tout à l'heure pour vous montrer un exemple. On va créer un token Capinfo token pour vous faire un exemple. Et en fait, ces tokens-là, ils ont une valorisation. Donc, comment on les valorise? En fait, il faut voir ça comme une société, elle émet un capital pour leurs jetons et des gens achètent et vendent. Et c'est l'offre et la demande qui fait varier le cours du prix du token. Et attention, à droite, les stablecoins, il peut y en avoir des achats de milliards, des milliards. Le cours ne variera pas, il vaudra toujours $1. D'où le but d'avoir un stablecoin, sinon ça perd son sens. Je reviens après à les questions. Donc, je voulais aussi parler un exemple concret, le plus connu, c'était le plus simple pour aborder le sujet, Bitcoin. Donc, qu'est-ce que Bitcoin? Bitcoin fait beaucoup parler de lui. Il a toujours fait parler de lui. Donc, à l'heure actuelle où je vous parle, environ, parce que ça varie, c'est volatile. À l'heure où j'ai écrit le diapo, il valait $38 000. Un Bitcoin, ça valait $38 000. Il faut se rendre compte que c'est l'actif financier du 21e siècle qui a le plus explosé au monde. Donc, et ce qui est important de savoir, je vais encore revenir la différence avec une monnaie fiduciaire. Le point positif que je trouve le plus important, c'est qu'à terme, il y aura 21 millions de bitcoins et il n'y en aura jamais un de plus. C'est impossible. Il n'y aura jamais 22 millions de bitcoins. Aujourd'hui, on pense en temps de crise, les États comme la BCE impriment des milliards et des milliards de dollars ou même des milliards et des milliards d'euros et aux États-Unis des milliards et des milliards de dollars. Tout ça sans jamais aucune inflation, tout comme si rien n'était. Alors que Bitcoin, c'est comme de l'or. Aujourd'hui, vous voyez, il y a un stock d'or sur Terre. C'est pareil, il n'y en aura jamais plus que ce qu'il y en a. Et Bitcoin, c'est la même chose. On ne peut pas faire plus de Bitcoin que ce qui a été prévu. Donc voilà, c'est ça que je trouve, c'est ce que je trouve le point positif vis-à-vis d'un système bancaire dit traditionnel. On ne peut pas imprimer de la monnaie. Et pour ordre d'idée, Bitcoin est capitalisé aujourd'hui 700 milliards de dollars. Donc ça en fait la 5e monnaie mondiale et le premier moyen de paiement. Parce que la capitalisation de Visa, c'est 350 milliards de dollars environ et Mastercard 250 milliards de dollars. Donc, Bitcoin est capitalisé. Il y a une plus grosse capitalisation que Visa et Mastercard réunis. Ça en fait le premier moyen de paiement. Vous vous rendez compte de la possibilité? Est-ce que ici quelqu'un a déjà payé en Bitcoin? Très peu de personnes, je pense. Et pourtant, il dépasse déjà la capitalisation de Visa et Mastercard réunis. C'est incroyable le potentiel qu'il peut y avoir. Mais il ne faut pas se baser que sur Bitcoin. Voilà, il faut bien se rendre compte qu'il y a différents projets, différents monnaies qui vont arriver et qui vont vraiment utiliser cette technologie de cryptographie et de validation par blockchain. Donc, je voulais faire l'exemple d'une simple transaction en Bitcoin. Donc, en gros, vous possédez un portefeuille numérique, donc ce qu'on appelle un wallet. Vous avez votre portefeuille, vous avez des Bitcoins dessus. Donc, vous souhaitez en envoyer à un ami qui a un autre porte-monnaie numérique. Et ben, il suffit de scanner son QR code ou de taper son adresse Bitcoin et vous l'envoyez. Il n'y a rien de plus simple. C'est automatique, il n'y a rien à faire. Vous avez juste à scanner, ça envoie automatiquement. Et l'utilisateur reçoit les fonds. Donc après, question qui allait sûrement, j'ai décidé d'aborder, peut-être que c'est un peu plus hors sujet que le reste, mais je voulais juste aborder comment on achète, vend et stocke ces crypto-monnaies. Parce que c'est une question qui revient tout le temps. Enfin, on a toujours entendu parler de Bitcoin, mais comment j'en achète, comment j'en vends, comment je récupère mes sous en euros, voilà. Donc pour acheter et vendre ces Bitcoins, on va passer sur des plateformes d'échange, donc des grandes plateformes comme FTX, Binance, Blockchain Change. Pour donner un ordre d'idée, Binance, c'est une des plus grosses, c'est la plus grosse plateforme d'échange. Aujourd'hui, en moyenne par jour, ils traitent environ 60 milliards d'échanges de crypto-monnaies. Donc, c'est tout simple, vous allez faire un virement sur ces plateformes-là en euros, en dollars, dans la monnaie fiduciaire que vous voulez. Et avec ces euros-là, vous achetez les cryptos, vous les revendez et vous pouvez retirer dans la monnaie que vous voulez. Et donc, pour stocker ces crypto-monnaies, parce qu'une fois que vous avez acheté, c'est bien gentil, mais il faut bien les stocker. Donc, vous les stockez sur un wallet, donc un portefeuille numérique. Donc, quand vous avez acheté via un exchange, il y a déjà un porte-monnaie numérique fourni. Mais si vous en avez beaucoup, il est préférable d'avoir ce qu'on appelle un portefeuille numérique physique.
Alors c'est particulier, parce que ce qu'on appelle un ledger, par exemple, il faut voir comme si c'était un coffre-fort que vous avez chez vous, mais que même si la personne a la clé, il peut pas l'ouvrir. Il y a que vous qui puissiez l'ouvrir. Par exemple, pour donner un ordre d'idée de la sécurité, quand vous achetez un ledger, vous avez votre mot de passe et vous avez 24 mots qui sont donnés une seule fois si vous perdez la clé. Si vous perdez la clé, vous pouvez la récupérer via une autre clé. Vous rentrez cette phrase qu'on vous a donnée au début dans les mots dans l'ordre, mais qu'on vous donne qu'une fois, attention. Et par exemple, pour vous rendre compte de la sécurité, c'est qu'il y a quelques semaines, vous avez peut-être entendu parler, c'est quelqu'un qui avait oublié qu'il avait des bitcoins sur son portefeuille numérique et il a oublié le mot de passe. Il en avait quand même pour 140 millions d'euros sur le portefeuille. Et si au bout il lui reste 2 tentatives de mot de passe, s'il trouve pas son mot de passe, bah ces bitcoins ils seront bloqués à jamais sur cette clé et personne pourra les récupérer. Donc faut bien se rendre compte, voilà, c'est tellement sécurisé que même la personne qui veut, c'est infalsifiable. On peut pas hacker ces données-là. Et donc après il y a d'autres portefeuilles numériques qui existent plutôt type web, comme Maillard, Coinbase, Binance, tous les exchanges déjà ont des wallets, mais si vous perdez des mots de passe, bien sûr, si vous envoyez une photo de vous, par exemple, avec votre passeport, c'est compliqué pour récupérer le mot de passe, mais c'est pas infaisable, contrairement à un portefeuille physique. Attendez, oula, ça va vite. Donc voilà, j'ai fini la petite présentation, petit zoom sur le Bitcoin, enfin sur le Bitcoin, la crypto-monnaie et la blockchain. S'il y a quelques questions, je vais regarder ce qui a été dit, parce que j'ai pas eu le temps. Alors, attendez. En fait, est-ce que l'ordinateur personnel n'est pas un point de fragilité dans le dispositif? Panne, formatage, perte de mot de passe. Donc, tout commence et tout finit sur un compte bancaire. En fait, non. Le but final, pourquoi a été créé Bitcoin? Le but, c'était de faire une monnaie d'échange mondiale. Le but, c'est pas de repasser en euros. Le but, c'est de payer en Bitcoin, payer en crypto-monnaie, sans forcément utiliser de l'euro. Vous pouvez très bien dire, voilà, je vais acheter une montre, elle vaut 0,1 Bitcoin, je paye 0,1 Bitcoin. Et au niveau de l'ordinateur personnel, en fait, il faut se rendre compte que les blockchains, c'est pas vous qui êtes, c'est pas des ordinateurs personnels qui gèrent une blockchain, c'est des grosses fermes de minage avec énormément de sécurité. S'il y a un disque dur qui tombe en panne, il y en a d'autres qui prennent le relais, c'est copié. Enfin, vous inquiétez pas, il peut pas y avoir une panne de la blockchain Bitcoin, à moins que l'électricité mondiale s'arrête. Là, dans le cas occurrent où il y a plus d'électricité sur Terre, il peut y avoir une panne Bitcoin, mais c'est très peu probable. Il y aurait bien plus d'autres problèmes sous-jacents. Est-ce que nous avons des statistiques des utilisateurs Bitcoin particuliers pour acheter quoi? Quelle région? En mode... Voilà, très bien. La question, c'est est-ce que nous avons des statistiques des utilisateurs Bitcoin? Donc, en fait, le problème, c'est que moi, je pourrais avoir plusieurs adresses Bitcoin. En fait, je pourrais avoir plusieurs portefeuilles numériques avec plusieurs adresses. Donc, c'est difficile de dire aujourd'hui combien il y a de portefeuilles Bitcoin. Mais je crois, en 2019, déjà, j'avais les chiffres de 2019, j'ai pas les chiffres de 2020, mais il y avait 40 millions d'adresses Bitcoin. Donc, ce qui est pas énorme en soi, hein, ce qui reste pas énorme. Et donc, dans quel secteur, pour l'instant, ça se développe? Le paiement en Bitcoin. Donc, ça se développe surtout sur le e-commerce. Donc, je disais tout à l'heure l'exemple de Travala, donc Booking. Vous voyez, sur la plateforme Booking, et vous avez des Bitcoins, vous voulez pas les vendre, vous voulez vous faire un voyage, vous allez réserver un hôtel et en type de paiement, vous sélectionnez Bitcoin, Ethereum ou une autre crypto-monnaie qui vous intéresse, qui est disponible sur Bitcoin, sur Booking, bien entendu, mais vous pouvez payer votre hôtel en Bitcoin. Et donc, ça se développe surtout dans ces domaines du e-commerce pour l'instant. Et dans les stores, pour l'instant, ça arrive dans tout ce qui est secteur du luxe. Par exemple, tout ce qui est joaillerie, bijouterie. Il y a beaucoup de bijouterie, pas forcément en France, mais plutôt dans les d'autres pays d'Europe, qui se développent pour payer en Bitcoin. Et je vais faire un petit exemple aussi, c'est que, par exemple, en Suisse, à Genève, il y a plein de distributeurs à Bitcoin. Donc, vous allez avec votre adresse et vous pouvez retirer en francs suisses ce que vous avez sur votre compte Bitcoin. Et alors, du coup, donc, Loïc, par rapport à la circulation de l'argent de provenance douteuse, etc. Ah oui, donc voilà, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, quand Bitcoin a été créé, il s'était beaucoup dit, voilà, c'est le darknet, c'est sale, c'est méchant. Mais il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, quand vous créez un compte sur une plateforme d'exchange pour acheter, il vous faut alors un passeport, justificatif d'identité, justificatif de domicile. On vous demande un selfie pour bien vérifier que c'est vous. Il y a plein de mesures de création, comme un compte bancaire, par exemple, je sais pas si vous avez déjà utilisé des néobanques du type N26, Revolut, tout ça. En fait, on va confirmer votre identité et il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, Bruno Le Maire a demandé à ce qu'on vérifie l'identité de chacun qui utilise des crypto-monnaies, même dès son
premier achat pour 10 €. Avant, il y avait un plafond à 1 000 € de vérification d'identité. Maintenant, dès qu'il y a un petit peu de crypto-monnaie achetée, Bruno Le Maire va mettre en place une vraie sécurité. Et oui, au début, on pensait que le Bitcoin, c'était de l'argent sale, mais aujourd'hui, comment vous dire que les échanges en Bitcoin, c'est vraiment, ils ont vraiment été réduits de manière drastique. Il n'y a plus d'argent, il n'y a pas plus d'argent sale qui transite dans Bitcoin qu'un d'argent sale en cash, par exemple. Enfin, là, ce que tu dis, c'est qu'on identifie en fait qui pose l'argent, mais après, donc la circulation entre telle et telle personne, c'est pas lisible. Bah, du moment que vous avez un compte sécurisé et que la personne à qui vous l'envoyez a un compte sécurisé, bien sûr, le but de la blockchain, c'est d'être anonyme sur la blockchain. Mais vous, la plateforme Binance, elle vérifie que vous n'êtes pas un trafiquant. Elle vérifie pas que vous opérez au Moyen-Orient pour acheter des armes. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Ou... Ouais, à peu près. Mais il faut s'entendre que voilà, il faut plus connoter Bitcoin à de l'argent sale. C'est faux et c'est une minorité. Et comme dans tout virement bancaire, le cash aujourd'hui, c'est pas mieux, pas pire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Peut-on un jour... Attends, peut-être, je sais plus de quoi on parlait. Beaucoup de ransomware exigent un paiement en Bitcoin. Oui, mais il y a beaucoup de ransomware aussi qui exigent des paiements en euros ou en dollars. C'est un ransomware. Qu'est-ce que vous voulez que Bitcoin et la blockchain fassent contre des propositions de ransomware? Ils y peuvent rien. C'est comme si on kidnappe votre enfant. Bitcoin, même si on vous demande de payer en Bitcoin, ça change rien et ça remet pas en cause le principe de sécurité de Bitcoin. Du fait de la volatilité du cours de Bitcoin vs les monnaies fiduciaires, comment un retailer peut-il couvrir un risque de perte lié au coût de change? Les coûts réels d'un retailer sont bien en euros ou USD. Tout à fait. Donc, en fait, je ne vais pas répondre à cette question, mais Stéphane va revenir juste après là-dessus sur la partie retailer. Donc, on répondra dans ce temps-là, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Il y en a beaucoup plus en cash. Oui, bien sûr. Pour la question, comment un retailer il peut se couvrir? Si vous vous souvenez bien, on a parlé beaucoup de stablecoin. Donc, dans un premier temps, le retailer, j'y reviendrai un peu plus en zoomé tout à l'heure, le retailer, il a deux options. Soit il se décide de se gérer un portefeuille en crypto-monnaie, c'est-à-dire sans le convertir dans une monnaie fiduciale. Donc là, ça devient comme un placement, en fait, pour le commerçant ou le retailer, au même titre qu'il pourrait se stocker un compte en dollars. Soit il dit, je veux accepter de la crypto-monnaie. Et dans ce cas-là, pour faciliter les transactions, par exemple, pour faire claquer la limite des 50 € en sans contact. Et dans ce cas-là, le commerçant, ce que je vais lui conseiller de faire, c'est de travailler et d'accepter uniquement les stablecoins, qui, elles, ne varient pas. Donc voilà, je vais repasser la main à Stéphane, mais j'espère que ça vous a éclairé un peu sur le... C'était très simple, j'ai essayé de schématiser au maximum. Le but, c'était de perdre personne et... Désolé pour ceux qui voulaient aller plus loin, ou on reviendra plus tard, ou vous m'envoyez un mail, ou on reviendra en fin de réunion si on a le temps. Mais voilà, j'espère que ça a répondu à ce que vous voulez, un peu éclairer un peu le sujet de la blockchain, de la crypto-monnaie. Et voilà. Donc, je vais laisser la main. Oui. Avant de passer la parole à Stéphane, peut-être, il y a Frédéric donc, de la Caisse d'épargne qui est présent. Donc, j'ai pas vu. La seule banque dont c'est poser des questions. Peut-être une réaction, Frédéric? Oui, ça sera avec plaisir. Oui, non, mais d'abord, merci pour avoir exprimé avec autant de passion un sujet passionnant auquel je crois beaucoup. D'ailleurs, vous l'avez dit, les banques sont très, très impliquées aussi. Vous êtes à quelle banque? Excusez-moi, j'ai pas… Caisse d'épargne. Les banques sont très impliquées également dans l'utilisation de la technologie blockchain. Les banques centrales également s'y mettent. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Ça fait partie des transitions assez importantes qui sont effectivement regardées de près. Après, c'est comme tout dispositif qui est encore à ses prémices. On est loin d'avoir épuisé à la fois toutes les possibilités d'un côté, et vous avez fort justement rappelé tout ce que ça peut apporter en matière de recherche scientifique, en matière de logistique et en matière de robustesse et de rapidité pour les transactions. Dans le même temps, il ne faut surtout pas exclure, et certaines des questions sur le chat ne les excluez pas, les points de fragilité qui demeurent du système. Bien sûr. C'est tous. Après, voilà, moi là où je suis moins convaincu, c'est quand vous avez une posture un peu plus militante. Effectivement, j'ai parlé de bank bashing, c'était moi dans le dispositif. Il ne faut pas trop simplifier les choses de ce point de vue-là sur aujourd'hui. Oui, mais ce que je voulais… Dans nos procédures de ce dispositif-là, bien entendu, et sur l'intérêt qu'il y a toujours à avoir un tiers de confiance. Quand vous dites que les données ne sont pas protégées, vous
avez une interprétation qui est un peu légère sur le sujet. Non, mais ce que je voulais dire, c'est par exemple, en Europe, les différentes banques discutent entre elles. Est-ce que moi, j'ai envie que… En Europe, mais si vous n'avez pas envie, c'est pour quelle raison? C'est pour protéger mon anonymat, j'ai aucune envie. Si les banques sont obligées de déclarer au fisc vos plus-values sur des titres, c'est pour des raisons fiscales. J'espère que vous n'êtes pas en train de nous inciter à faire de l'évasion fiscale. Non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis, et j'aimerais bien qu'une banque ne discute pas avec d'autres banques de combien j'ai sur mon portefeuille, combien j'ai pas envie qu'on partage ces informations-là. En fait, pour moi. En quoi je ne partage pas, enfin, nous ne partageons pas les données des comptes en banque de nos ouais, mais voilà, ce que je voulais faire juste passer par message. Est-ce que vous êtes allé chercher qu'on partageait nos données entre banques? Non, mais vous vous rendez bien compte. Excusez-moi, je pense que c'est pas le sujet de la confrontation banque blockchain. Essayez de nous expliquer ce que vous dites. Un peu présenté comme ça, donc c'est. Oui, mais franchement, enfin, c'est pas l'attaque défense là. Franchement, on s'en fout. Excusez-moi. Ouais, merci. Mais je fais ni attaque ni défense, je rétablis des faits par rapport à ce qui a été dit. Donc voilà, c'est tout. Pour le reste, je pense avoir été suffisamment élogieux à la fois sur votre présentation et sur l'intérêt du sujet. Je m'arrête là. Très bien. Merci Frédéric. Mais juste que je voulais juste montrer, en fait, c'est pas forcément faire du bank bashing, c'est de dire, voilà, est-ce que j'ai plus confiance en une plateforme d'échange crypto-monnaie qu'en une banque? J'ai pas plus confiance ni moins confiance. Pour moi, c'est équivalent. Bon, le sujet est clos. Allez, Stéphane, à toi. Très bien. Tu prends la main, Loïc, s'il te plaît, sur la presse? C'est fait. Merci. Donc, on va maintenant parler par rapport à ces deux zooms, et c'est ce qui a pu être expliqué jusqu'à maintenant. On va aborder la partie application au retail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une application retail? Ça veut dire qu'aujourd'hui, comment un consommateur peut se comporter au niveau d'un retailer avec ce nouveau, entre guillemets, cette nouvelle technologie et ces nouveaux moyens de paiement. Donc, je vais commencer, encore une fois, pour garder le parallèle, je vais commencer avec le paiement traditionnel. Aujourd'hui, comme d'habitude, vous avez des consommateurs qui disposent d'un compte bancaire. Donc, ces consommateurs Stéphane, aujourd'hui… remets ta caméra, ce sera mieux. Non? Ça y est, merci. Donc, ces deux consommateurs, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils viennent consommer dans le retail aujourd'hui sur deux grands flux, du store classique, donc du magasin physique et du e-commerce. Donc aujourd'hui, comment fonctionne aujourd'hui le paiement sur ces deux flux-là? Bon, tout simplement, tout le monde les connaît, c'est un simple rappel. On fera la comparaison avec ce qu'on va vous proposer au niveau de la blockchain et des crypto-monnaies en retailer. Donc aujourd'hui, sur du magasin classique, on va travailler sur le paiement sur ce qu'on appelle un TPE, d'accord? Le TPE, donc terminal de paiement. Donc qu'est-ce que doit faire le retailer pour pouvoir travailler et payer avec un TPE? Il doit procéder à ce qu'on appelle une intégration de l'appareil de paiement dans son système informatique, notamment le système de caisse. Donc ça, c'est classique. Voilà, donc je suis commerçant, je sais un logiciel de caisse avec un TPE et le logiciel de caisse doit savoir parler avec ce TPE. Parce que là, on est tous d'accord. Une fois que je vais faire le paiement, encore une fois, je vais passer par les réseaux, Visa, Mastercard, etc. Donc, eux, en fait, on va parler d'une acquisition. Une fois que je vais avoir fait cette acquisition-là, celui qui fait l'acquisition va discuter avec la banque. La banque, elle va avoir deux rôles dans ce paiement. Son premier rôle, c'est l'autorisation de la transaction. Donc, c'est de dire oui, c'est bon, non, c'est pas bon. La deuxième chose, sa deuxième fonction, une fois que le paiement a été fait, c'est télécollecter les montants via l'acquisition. Alors, encore une fois, je ne critique pas, je constate simplement, aujourd'hui, une autorisation de transaction. Si je suis un consommateur lambda, imaginons que j'ai 15 000 € sur mon compte. Aujourd'hui, j'ai un plafond de carte. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ne me demandez pas, j'en sais rien. J'ai un plafond de carte qui est variable selon la banque que vous avez, le type de carte que vous avez et le type de carte selon le prix que vous la payez. Plus ou moins vous la payez cher, plus votre plafond est bas, en gros. Et une fois que vous faites ce paiement-là, je peux avoir 15 000 € sur mon compte. Si mon plafond de carte bancaire est dépassé, la banque va me dire non. C'est-à-dire que ma transaction sera tout simplement refusée. Ça, c'est sur le modèle classique. Sur le modèle e-commerce, ça va être à peu près la même chose, sauf qu'on ne va pas venir faire une intégration dans le e-commerce
du client, d'un client TPE, mais là, on va faire une intégration avec des différentes possibilités de paiement sur Internet. Alors, les différences, c'est quoi? Ça s'appelle du paiement VAD. Je parle toujours d'actuel, hein, paiement VAD. Donc, il y a plusieurs plateformes qui proposent ça. Donc, vous avez du Payzen, vous avez du PayPal, vous avez etc., etc. Donc, on va travailler exactement sur le même principe, sauf que ce qui va changer, c'est l'acquéreur. Là, sur un paiement en CB classique, j'en ai mis un, par exemple, c'est un Genico Verifone, sachant que sur la partie e-commerce, ça peut être les mêmes. Hein. L'e-commerce, c'est un deuxième acquéreur, c'est un deuxième flux, en fait. Et après, entre guillemets, le flux est rigoureusement pareil que si vous payez en TPE ou en e-commerce. La seule différence, c'est que les plafonds peuvent varier, les conditions peuvent changer, etc., en fonction du type de client que vous utilisez. Maintenant, si on vient intégrer, c'est ce qu'on est en train de travailler en projet chez Cap Info, la possibilité au niveau du store magasin et du e-commerce, la possibilité de payer en crypto-monnaie. Donc, ça va se matérialiser comment ça? C'est-à-dire déjà, premièrement, pour pouvoir faire ça, il va falloir que le consommateur final dispose évidemment d'un compte avec un wallet. On en a parlé, on ne va pas revenir dessus. Donc, évidemment, il faut qu'il dispose physiquement, ou on va dire pas physiquement devant son écran s'il est sur du e-commerce, un compte avec de la crypto. Qu'est-ce que va devoir faire le commerçant? C'est ça qui est important. Le commerçant va devoir lui aussi se créer un compte qui puisse gérer de la crypto-monnaie. Ce même commerçant, il va décider de travailler un certain nombre de crypto-monnaies. Il n'est pas obligé de toutes les prendre. On parlait tout à l'heure, je reboucle sur la question de tout à l'heure, parce que la question du commerçant est toujours la même. Voilà, mon produit, il vaut 1 euro. Si je le fais payer en Bitcoin et puis que le Bitcoin, il divise par 4, j'ai perdu de l'argent. Oui, c'est vrai. Donc, si on utilise de la stablecoin, on verra dans la slide suivante, vous allez comprendre ce que fait Visa aujourd'hui, vous allez comprendre de suite. Donc, si on utilise de la stablecoin, on n'a plus ce problème-là. Après, le commerçant, ce que je vous disais tout à l'heure, soit il décide de vraiment travailler sa transaction et de conserver son Bitcoin, soit il décide de immédiatement convertir son Bitcoin en monnaie fiduciaire. Donc, comment ça va fonctionner? Bon, encore une fois, il va falloir un peu des informaticiens qui passent par là. On va venir travailler avec ce qu'on appelle des API. Les API, Application Programming Interface, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va venir discuter avec le wallet du commerçant, mais entre guillemets, par les applications métiers. Alors, je vais m'expliquer autrement. On va venir sur la caisse déterminer un fonctionnement informatique avec des écrans. On va dire, le client arrive, je veux payer… Mode de paiement, hein. Quel est le mode de paiement? Je veux payer en Bitcoin, on va rester sur le Bitcoin. Donc, la caisse va afficher un message qui va demander l'adresse du consommateur pour pouvoir faire le paiement, mais en amont de demander l'adresse. Le logiciel de caisse va discuter avec ces fameuses API. Première chose qu'il va faire, il va demander la valeur instantanée, la devise fiduciaire en crypto-monnaie. C'est-à-dire, le consommateur achète une bouteille d'eau, elle vaut 5 euros. Ça veut dire, à ZAP, au moment où je vais payer, l'API va demander à la plateforme d'échange combien ça vaut un Bitcoin. Et il va vous dire, monsieur le client, il faut payer tant de Bitcoin à l'instant T. La caisse va demander, au travers du wallet, l'exécution de la transaction. Là, on reboucle sur ce que vous a montré Loïc sur la blockchain tout à l'heure, comment on fait un envoi de A vers B. Et éventuellement, ce qu'on appelle un withdraw. Donc, withdraw, en anglais, ça veut dire un virement. Et éventuellement, le commerçant retrouve… Enfin, en fait, c'est la crypto-monnaie est instantanément convertie et retrouve sur son compte bancaire classique la devise détenue, c'est-à-dire la devise fiduciaire. D'où l'histoire du petit trait entre cette forme et la banque. Parce que alors, on peut le faire comme ça, ou ce même organisme peut aussi gérer de la devise classique. Encore une fois, il faut se poser la question, est-ce que le commerçant doit se poser la question, est-ce que je gère des comptes en crypto-monnaie, c'est-à-dire, est-ce que j'accepte la multidevise, parce que ça s'appelle comme ça, ça devient une vraie devise, ou alors, je fais un petit peu plus comme on va dire, comme un aéroport, c'est-à-dire que j'ai une monnaie de tenue, et dans tous les cas, la fin de ma transaction, elle est dans cette monnaie de tenue. Ça, c'est un choix à faire. C'est pas moi qui peux y répondre. En fait, ça dépend entre guillemets les stratégies et les envies de chacun là-dessus. Le panier moyen, entre un panier moyen, etc. Voilà, exactement. Entre un horloger et un bijoutier, horlogerie de luxe, et quelqu'un qui va vendre, par exemple, du panier moyen à 1 euro, on se doute bien que ça ne sera pas les mêmes stratégies.
Donc aujourd'hui, tout ça, c'est très sympa, c'est sur le papier. Il y a quelques éditeurs, on en parlera tout à l'heure, qui ont fait le pas. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous souvenez des indicateurs de Loïc. Alors, il y a un gros avantage. Le premier, que vous savez, sur un TPE classique ou sur un e-commerce, ça sera exactement le même flux. Vous n'avez pas deux flux différents, deux acquéreurs, deux technologies à payer. C'est la même. Ce qui va changer, c'est l'intégration. L'intégration, ça veut dire je viens intégrer la possibilité sur mon site ou je viens intégrer la possibilité sur ma caisse. C'est ça qui change. Par contre, le flux reste le même. Ouais. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, alors c'est même pas tout à fait à l'heure actuelle, mais c'est encore pas assez mature pour moi. Loïc vous a montré les statistiques de nombre de transactions. Si on reste encore une fois sur le Bitcoin, la transaction, 7 transactions par seconde, alors que Visa 1400. Ça veut dire quoi physiquement? Ça veut dire qu'au moment où je vais payer en magasin, ma transaction peut varier entre, on va dire, quelques secondes, voire plusieurs minutes. Tout dépendra comment le réseau est utilisé. Donc, c'est pas acceptable aujourd'hui d'attendre une minute devant un TPE. C'est acceptable de l'attendre sur un e-commerce. Voilà pourquoi aujourd'hui, la majorité entre guillemets, des projets pour accepter le paiement en crypto-monnaie sur du commerce traditionnel, donc du retail, est pour l'instant beaucoup plus, entre guillemets, développé sur l'e-commerce que sur le magasin. Loïc vous a dit aussi tout à l'heure que l'Ethereum 2.0 et l'Elrond, alors là, on est déjà en place. L'Ethereum 2.0, c'est pour demain, hein, ça va sortir au mois de… Loïc, tu me corrigeras si je me trompe après, c'est dans les mois prochains. Là, on va… c'est juste fin d'année 2021, le projet devrait être la transition devrait être à son aboutissement, mais ça dépend de plein de facteurs. Mais d'ici un an, c'est ce qui est annoncé. Donc à partir du moment où on aura la possibilité de travailler avec cette blockchain là, ça veut dire que le temps de réponse au TPE sera de quelques millièmes de seconde. C'est ce que ça veut dire par rapport entre guillemets aux technologies qui sont en train de développer. Donc là, on sera en mesure de pouvoir accepter vraiment de la crypto-monnaie physique. Là, je parle physiquement dans un store. Et pour pouvoir le faire, vous vous doutez bien que si on ne peut pas le travailler, on le travaille en parallèle. Nous, c'est un projet qu'on a. On a déjà travaillé sur la partie e-commerce, c'est fait. On est en train de travailler sur la partie, on va dire, encaissement classique. Loïc participe avec nous. Ça fait 6 mois qu'on travaille là-dessus. Donc, on est en train vraiment de développer cette partie-là. L'idée, moi, pour le commerçant, aujourd'hui, c'est de lui apporter, entre guillemets, une panoplie de paiements qui décide d'ouvrir ou de fermer. Et surtout, on parle souvent dans le retail, on parle souvent de l'expérience client. Je vous ai parlé tout à l'heure quand vous avez un client qui se fait refuser sa transaction parce que son plafond de carte, parce que si, parce que là, ça va pas, c'est l'expérience, elle est pas top au niveau du paiement. En revanche, sur la partie crypto-monnaie, ça va beaucoup plus vite. Donc, l'expérience, encore une fois, client, et encore une fois, si le client dispose des fonds, il n'aura pas de mauvaise surprise. Okay. La seule chose qui est sur le retail, ce qui ne changera pas, crypto ou pas crypto, à partir du moment où le magasin il est dans le noir, là je parle de réseau, c'est-à-dire que j'ai plus accès à l'internet, qu'est-ce qui va se passer? Ma crypto-monnaie, ça va pas marcher, je pourrais pas accéder à la blockchain. Alors aujourd'hui, vous avez sur les paiements classiques, pour ceux qui connaissent bien, la possibilité de ce qu'on appelle un mode dégradé, c'est-à-dire que le commerçant ne discute plus avec la banque parce qu'il ne peut plus. C'est pas que la banque veut pas, c'est que le commerçant ne peut plus sortir parce qu'il a plus de réseau. Donc on appelle ça un mode dégradé. Et le commerçant prend le risque de ne pas être payé. C'est-à-dire qu'il dit ok, j'accepte quand même, on verra bien. Et quand le réseau revient, la banque elle dit oui, elle dit non. Si elle dit oui, tant mieux pour le commerçant. Si elle dit non, c'est pour le commerçant. En revanche, si vous travaillez sur la crypto-monnaie, s'il y a une rupture de service au niveau du réseau dans une enseigne, dans un réseau de magasins, vous ne pourrez pas payer. Ça c'est pas possible. Il y aura pas de mode dégradé. Ou du moins pas ce jour-là. Alors, je vous ai parlé pour celle qu'on est en train de faire et les premières intégrations qui sont dans le retail. On va dire le plus connu qui a travaillé là-dessus, c'est PayPal. L'utilisation du moyen de PayPal en e-commerce, maintenant, permet nativement de payer en Bitcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre site, en tant que retailer, si votre site e-commerce, il autorise le paiement via PayPal,
vous pouvez dès aujourd'hui accepter les transactions en Bitcoin. Là, ça va être un petit peu différent par rapport à ce qu'on a parlé jusqu'à présent. C'est-à-dire que c'est PayPal qui va gérer, entre guillemets, votre Bitcoin. PayPal achète du stock de Bitcoin, mais pour pouvoir accepter sur votre e-commerce, il va falloir que vous, en tant que commerçant, demandez à PayPal de gérer aussi du Bitcoin. Mais techniquement, il n'y aurait rien à faire, si ce n'est, encore une fois, ouvrir un compte Bitcoin chez PayPal. Le commerçant, je parle là. Donc, ça veut dire que si moi, je suis client, que je viens sur votre site, que vous avez ouvert cette possibilité-là et que je dispose de Bitcoin, je pourrais payer en Bitcoin. Et c'est PayPal qui va gérer, en fait, toute la partie, entre guillemets, taux de change, etc. Ce qu'il faut savoir, donc PayPal a fait son propre wallet en natif, évidemment, puisqu'il l'avait déjà. Le compte PayPal est indirectement, même si on ne parle pas de crypto-monnaie, c'était déjà un wallet. C'est en production. Il faut savoir que depuis que PayPal gère les bitcoins, là, c'est l'info, elle n'est pas bien vieille, elle date de 2-3 jours, les nombres de connexions sur les comptes PayPal ont doublé. Alors attention, je n'ai pas dit les nombres de transactions, les nombres de connexions. Ça veut dire que les utilisateurs qui ont un compte PayPal se connectent 2 fois plus qu'avant, qui est le Bitcoin. Pourquoi? Alors pourquoi? On a cherché un peu à comprendre. En fait, pourquoi? Parce que comme le Bitcoin, ça devient un portefeuille, et comme il est volatile, les gens, par défaut, ils vont se connecter plus souvent pour aller voir ce qui se passe. Mais ça peut être aussi, si vous oubliez PayPal 5 minutes, si demain vous avez un projet, vous, en tant que retailer, ça peut être aussi un moyen de multiplier les connexions sur des applications, type des applications comme la fidélité, où on intégrerait des crypto-monnaies. On le verra plus tard. Sur les stores physiques, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelques éditeurs logiciels ont mis en production des moyens de paiement en crypto. Alors, généralement, pour l'instant, c'est limité au Bitcoin, parce que, comme on l'a dit en début de présentation, le Bitcoin, tout le monde en a entendu parler ou sait à peu près ce que c'est. Les autres sont plus ou moins mal connus. Alors, ces éditeurs-là, ils l'ont fait, encore une fois, avec la limite de ce qu'on vient de s'expliquer sur le temps des transactions. Bon, je ne vais pas vous donner le nom de mes concurrents, mais il y en a très, très peu. Je connais un qui a une bijouterie sur les Champs-Élysées, qui a mis en place ce système-là. Encore une fois, c'est beaucoup axé sur des retailers, mais plutôt dans le luxe. Alors, pourquoi on dit dans le luxe? Parce que quand j'achète quelque chose à 50 000 euros ou 100 000 euros, entre guillemets, je suis prêt à attendre 3 minutes pour que ma transaction, elle passe. Alors que quand je fais mes cours chez Carrefour, je n'ai pas envie d'attendre 3 minutes devant le TPE, tout simplement. Ce qui est important aussi de retenir, c'est l'activité, en fait. On a parlé un peu tout le long de la présentation. Donc, là, monsieur de la Caisse d'épargne, il va se reconnaître, il va être plutôt content. Donc, c'est l'implication aujourd'hui du système bancaire, donc notamment la BCE, les réseaux Visa et Mastercard, à travailler en lançant des partenariats. Donc, en fait, on voit bien que les mastodontes de la finance actuelle viennent s'y intéresser plus que de près, puisqu'ils ont déjà fait des projets. On va prendre, je vous ai pris 2 exemples. On a parlé de Binance tout à l'heure. Donc, je vous rappelle, Binance, c'est une plateforme d'exchange. Binance, c'est associé avec Visa et propose une carte Binance, une Binance Card, ça s'appelle, qui est Visa. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, vous pouvez payer directement en crypto-monnaie, BTC, ETH, tout ce que propose Binance, évidemment, si vous avez des comptes chez eux, versus la blockchain et Binance. Et en même temps, cette même carte physique, vous pouvez aussi payer en devise fiduciaire puisqu'elle est Visa. Donc, c'est une association, entre guillemets, enfin, un partenariat entre Visa et Binance. Ouais. Donc, vous voyez que Binance, c'est déjà, en termes de… On a parlé aussi un peu tout à l'heure de fonds un peu obscurs. Donc, déjà, quand vous avez des associations comme ça éclaircit un peu le sujet. Ce qui est en roadmap, alors là, c'est dans l'autre sens, c'est Visa qui est venu voir un partenaire. Ce qui est en roadmap pour fin 2021, Visa a lancé, ça c'est officiel, hein, si ça intéresse, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai l'article de presse. Roadmap fin 2021, Visa il lance un partenariat avec la plateforme Circle. Circle, c'est quoi? C'est un peu comme Binance, c'est une grosse plateforme d'exchange qui a une spécialité sur le stablecoin USDC. Donc en fait, le but du jeu là, c'est d'avoir la possibilité, ça c'est dans l'autre sens, c'est qu'avec une carte Visa, je vais être en capacité de payer en USDC. Là, on parle plus de Bitcoin. Vous voyez qu'on reboucle sur la partie stablecoin. Alors, pourquoi ils font ça, Visa? Pour se mettre aussi dans le coup. Mais vous pouvez voir, c'est-à-dire que je suis client
de la caisse d'épargne, j'ai un compte en euros. Je suis client de la plateforme d'échange Circle, j'ai un compte en USDC. C'est moi qui décide. Ça passe pas avec mon compte euro, je peux payer en USDC. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, encore une fois, pour être plus, on essaie d'être le plus transparent possible là-dessus, c'est que derrière Circle, on trouve Goldman Sachs. Tiens, les banques, encore. Bon, bien, ouais. Donc, qui est actionnaire de cette société. Je rappelle, le stablecoin, un USDC émis, $1 US en face. Audité par la Banque centrale américaine tous les mois. Donc, je vais passer vite là-dessus. Donc, intégration, donc, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois. Donc, nous, on est en train de travailler, on pense sortir une version bêta sur la partie retail, donc c'est-à-dire avoir une intégration au niveau de notre système d'encaissement et notre fidélisation, on va en parler un peu plus loin, de la crypto dans la suite des histoires. Les deux grands axes qu'on a décidé de ne pas faire, c'est on ne veut pas faire de wallet propriétaire. C'est-à-dire que quand je vais proposer ça aux retailers, je ne veux pas leur obliger à avoir un wallet propriétaire. C'est-à-dire que je vais leur laisser le choix de décider avec quel wallet ils vont travailler. Et pour faire ce projet-là, donc Loïc nous aide évidemment, et on travaille aussi en partenariat avec les plateformes qu'on a sélectionnées, dont Binance, etc., etc. Donc ça, c'est en cours chez Cap Info. Donc, là, maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est une illustration d'un token. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un token? Loïc prendra la main à la fin de l'illustration pour une petite démo. On vous montrera, en fait, tout à l'heure, il vous a expliqué, qui vous amènera physiquement sur le grand livre de compte pour voir ce que ça donne. Donc, comment l'illustration, c'est créer une crypto-monnaie. On a déterminé un concept, alors, un contexte, pardon. Le contexte, on ne l'a pas sorti au hasard puisqu'on travaille aussi dessus en vrai. Donc, c'est une enseigne qui décide d'utiliser un token pour une cagnotte de fidélité. Tout le monde connaît le cagnotage dans le retail. Hein. J'achète pour 100 €, je cagnotte un point. Et puis, au bout d'un moment, ces points-là ont une valeur dans le magasin et avec ces points-là, je peux racheter quelque chose dans le magasin. Donc, l'enseigne décide d'utiliser le token pour une cagnotte de fidélité pour que ses clients puissent acheter avec des produits de l'enseigne en valorisant ce token. Donc, comment on va faire? Eh bien, on va commencer par déterminer le nom du token. Donc là, dans l'exemple, on a créé pour l'illustration une crypto-monnaie qui s'appelle Cap Info Token. On a le choix de son nom, évidemment. La définition du symbole CAP, alors le nom et le symbole, vous pensez devise, dollar américain, USD, euro, EUR, voilà ce que c'est. Après, on a la possibilité de déterminer la quantité de tokens à mettre en service. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai décidé, dans l'exemple, de mettre 10 000. Je pourrais mettre 100 millions si je veux, 200 millions, 300 millions, etc. Je vais déterminer une valeur de ce token qui vaut 1 € ou 1 point égale 1 €. D'accord? Et après, je vais déterminer le choix de ma blockchain. Avec quelle blockchain dans quelle blockchain je vais utiliser ce token. Alors pourquoi je choisis une blockchain? Parce que je suis feignant et je n'ai pas les compétences pour en créer une. Mais techniquement, si j'avais une équipe de développement… Surtout, on n'a pas le réseau. Le réseau Ethereum, c'est des millions et des millions de PC connectés. Voilà, on va pas créer une propre blockchain propriétaire, ce sera bien moins sécurisé et bien moins conséquent. Et puis, ça serait surtout beaucoup trop cher. Donc, une fois que j'ai déterminé ça, donc vous verrez que là, ce qu'on parlait tout à l'heure, l'Ethereum 2.0, etc. Donc, en fonction du besoin. Une fois que j'ai déterminé ça, j'ai des actions à mener. Donc, la première action que je dois mener, c'est de déployer ce token, donc cette nouvelle crypto-monnaie que je viens d'émettre, enfin, je ne sais pas émis encore, pardon, que je viens de créer, je dois la déployer sur le réseau Ethereum. Comment je fais ça? Comment ça se fait? Ça se fait tout simplement du code informatique. D'accord? Donc, c'est pareil. Là encore, il faut faire intervenir un informaticien qui va faire un logiciel pour, entre guillemets, non pas émettre le token, mais créer ce qu'on appelle un contrat. En fait, on va créer un contrat sur la blockchain. Et de ce contrat-là est associé la token. Après, on doit déterminer si on utilise un wallet existant versus API, c'est le schéma d'avant, ou d'en programmer un. C'est une décision. En règle générale, on utilise un existant pour gagner du temps et de l'argent. Et on va terminer tout ça, et là, on revient aussi sur le premier schéma que je vous ai parlé tout à l'heure, on va venir intégrer ça avec les règles métiers au système existant. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suppose que l'enseigne qui veut faire ça dispose déjà d'une application
qui gère sa fidélité. Donc, je ne vais pas avoir deux applis, un wallet d'un côté et l'appli feed de l'autre. Je veux venir coder à l'intérieur de mon application et encapsuler la nouvelle token qui est entre guillemets le cagnotage dans mon application métier. Donc pareil, un peu de code là aussi. Mais encore une fois, même sur du paiement traditionnel, c'est déjà le cas. Alors pourquoi j'utiliserai un token pour la fidélité? Sur cet exemple-là, j'ai plus besoin de serveur d'autorisation, j'ai plus besoin d'un tas de choses. En fait, entre guillemets, ma fidélité et entre guillemets mes points fidélité deviennent sécurisés. Donc, en fait, ça se passe comment au final? Donc, le client, il y a deux façons de fonctionner avec la fidélité. C'est que le client, quand il va aller en magasin, il va faire un acte d'achat ou un acte, on va dire, de retour, ce qu'on veut, qui va déclencher des règles et qui va lui emmagasiner un certain nombre de cap info tokens en fonction des règles qu'on décide avec l'enseigne, qui se paramètrent dans le logiciel, cette fois-ci de fidélité. Et à la fin, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va la consommer. Il va la consommer comment? Avec son wallet. C'est-à-dire, dans son wallet, il va venir intégrer son cap info token et il pourra payer avec le retailer. Je vais prendre la main, je vais vous faire une petite démo de ce qu'on avait créé. On avait créé, c'est pour la transaction, on a créé un token, on a expliqué juste avant, le cap info token. Je vais juste montrer une transaction, envoyer quelque chose, comment ça se passe. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Attends, je vais arrêter de dire, moi. Hop. Alors, il est où mon écran? Là. Donc, voilà. Là, je suis sur un wallet. Imaginez que c'est votre portefeuille numérique, je sais pas, dans votre magasin, vous avez un portefeuille numérique. Donc, vous voyez, on a créé des cap info tokens pour 10 000, j'en ai 8 795. Je vais en envoyer à Stéphane. Tout simplement, je vais envoyer, donc là c'est l'adresse de Stéphane que j'ai déjà enregistrée. Imaginez que là c'est la liste de vos clients qui passent en caisse et automatiquement, ce qu'on a dit tout à l'heure, ça déclenche un envoi de points de fidélité par exemple. C'est ce qu'on appelle des smart contracts. Et donc là je vais sélectionner son adresse, je vais sélectionner le montant que je veux envoyer, donc je vais lui envoyer 100 points de fidélité. Hop, je confirme la transaction, donc là elle est en attente. Elle va être vite validée. Là, elle est en cours de transaction. Attends 5 minutes. Je vais vous montrer par exemple sur le seul qui est déjà passé. Attention, on va attendre. Et là, en fait, en gros, on va avoir toutes les données de la blockchain. Donc, là, vu qu'on a utilisé la blockchain Ethereum, voilà, ils viennent d'arriver sur le compte de Stéphane. Je viens lui envoyer 100 points, 100 cap info token. Et donc là, c'est ce que je disais, on va ouvrir le livre des comptes. Donc, Etherscan, c'est... Oula. Internet. Très bien, pour l'exemple, c'est génial de ne pas avoir Internet. Attendez, je vais vous partager un autre écran. Bougez pas 2 secondes. Je suis désolé. Je vais vous montrer une autre transaction en Bitcoin, ça sera plus simple. Parce que là, il n'y a plus d'Internet. C'est génial. Vous m'entendez? Très bien. Ok. J'arrive, 2 minutes. Hop. Hop. Est-ce que je peux repartager mon écran? Hop, je l'ai. Donc là, on est dans le livre des comptes. Voilà, c'est bon. Je suis dans la blockchain Ethereum, donc dans le livre des comptes de la blockchain. Donc ma confirmation, elle est dans le bloc. Donc ça, c'est le bloc que je vous ai expliqué au début. Où est-ce qu'elle est ma transaction? Dans quel bloc elle est? Donc elle est dans ce bloc-là. Et il y a eu 5722 confirmations de ma transaction par le réseau. Donc ça, c'est le bloc dans lequel ma transaction est. Voilà. Et tout ça, c'est bien sûr, c'est accessible publiquement. Il y a tous les détails, de quelle adresse ça vient, jusqu'où ça va, avec tous les montants. C'est ça vraiment le livre des comptes qui est accessible par tout le monde. C'est ça une blockchain. Là, je suis dans le cœur de la blockchain. Je parcours le livre. Et voilà, c'est ce qu'on avait voulu montrer avec l'exemple d'un petit token. Donc voilà. Ah voilà, il est venu. Vous voyez mon écran là? Oui. Vous voyez la transaction? Ah bah là, c'est la transaction tout à l'heure que la page elle chargeait pas. Donc voilà, j'ai eu mon adresse à celle de Stéphane pour 105 points de fidélité de cap info token. Voilà. Donc vu que c'est un test, il a aucune valeur, bien sûr, parce que c'était juste pour l'exemple. Et donc ça, c'est le hash. Donc c'est la transaction Bitcoin, comment elle a été cryptée. Elle est bien réussie. Et voilà, la transaction que vous avez vue, elle s'est faite en quelques secondes.
Voilà, c'était juste pour illustrer un peu la fin et fermer le grand livre des comptes. On est rentré dans le livre et on ferme le livre des comptes à la fin de la présentation. Voilà. Allez. Stéphane? Olivier? Oui, Tu m'entends? j'entends, oui. Donc, nous, on a terminé la présentation. Donc, on vous propose de faire un échange en questions-réponses, mais plutôt en audio, Voilà. ce sera peut-être plus simple. Mais pas